Je vais vous présenter Julien Mison. Donc Julien Mison, comment on l'a rencontré? C'est Gaspard qui l'avait rencontré sur un tournage, parce qu'en fait, Julien, il faut savoir qu'il a monté une société de production de cinéma avec son frère Arnaud, qui est réalisateur. Et ils avaient loué les locaux de Gaspard Pixot pour réaliser un film. Donc c'était comme ça la première prise de contact. Arnaud est venu à un jeu du LC6 et ils m'ont invité sur le tournage du prochain film d'Arnaud. Donc je suis allé sur ce tournage et j'ai rencontré Julien. Et là, ça a été effectivement une rencontre assez sympa. On avait beaucoup de choses en commun. Le sport, parce qu'il a fait beaucoup de sport. Le Club Med, parce que savoir qu'il a été géo au Club Med. Donc là, il y a 3 personnes dans cette salle qui savent de quoi je parle exactement. Donc voilà, on a vraiment accroché. Et grâce à Instagram, comme quoi c'est parfois super sympa ces réseaux, on s'est parlé, on a échangé. Et puis effectivement, voilà, l'idée de l'inviter est venue comme une évidence. Donc il est là ce soir. Donc je vous laisse entre les mains de Julien Mison pour cette dernière étape de la conférence. Donc je disais vraiment merci. C'est une fierté, un honneur d'être là. J'ai pris l'avion tout à l'heure, 13h55 au départ de Nice, car je suis lyonnais, je suis né à Lyon, fier d'être un Gaune, etc., etc. On va pas ouvrir la case foot maintenant. Mais en fait, chercher un cadre de vie, quelque chose sur le plan de la santé qui me correspond, parce que j'ai toujours fait beaucoup d'asthme et d'allergie à Lyon. Il y a peut-être des personnes qui sont victimes de ça aussi. Et je voulais vraiment me rapprocher du soleil et mettre de la valeur sur mon cadre de vie où j'habite. Et d'ailleurs, depuis que je suis à Nice, je suis plus malade et en termes d'énergie et de vitalité, ça a vraiment monté depuis 3 ans. Donc ça, c'est exceptionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à la base, on a quelques points communs avec Mathieu et peut-être d'autres personnes. J'étais sportif de haut niveau. Alors c'est un grand mot, le haut niveau. En tennis, il y en a qui aiment le tennis, qui sont passionnés par ça, qui jouent même peut-être. Voilà, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, en 2003, on va dire que j'étais parti pour faire une carrière professionnelle. En tout cas, c'était mon rêve numéro 1 mondial, Pete Sampras, Federer. Je mangeais tennis, je respirais tennis, je dormais tennis, j'allais aux toilettes tennis, je dormais avec mes raquettes de tennis, pour vous dire. Donc c'est vraiment que le mec, il était possédé. Si on parle du pouvoir de la focalisation, je crois que j'étais au max. Donc c'était mon rêve en fait, c'était un grand rêve, vraiment un dreams énorme. Et en 2003, j'ai eu cet accident de santé grave où j'ai dû tout arrêter du jour au lendemain. Donc on va dire déjà que l'école c'était très particulier pour moi. Il y en a qui n'aimaient pas l'école, ou qui ne se sont pas forcément sentis à leur place à l'école. J'étais une catastrophe à l'école. Je pense qu'il n'y avait pas pire que moi, et j'avais du mal à me passionner de ça. Peut-être c'était de ma faute, peut-être mes parents, peut-être les profs, le cadre, je sais pas, je mets la faute à personne. Mais en tout cas, je peux vous garantir qu'à un moment donné, j'étais vraiment le plus ancien de la classe. Il fallait que je sorte de ce système-là et de revenir rapidement à le tennis, c'est pour ça qu'il y a eu des sports-études, il y a eu des pôles France. Et j'ai tout mis en œuvre, enfin du moins j'ai essayé pour pouvoir réaliser ce rêve-là. Maintenant, c'est comme ça, je ne l'ai pas pu. Mais je me suis posé pour la première fois la question en 2003, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Il y en a qui se l'ont déjà posé, qui se la posent peut-être maintenant, ou peut-être au jour le jour, qui cherchent encore leur voie, le fameux « qui suis-je », sa mission de vie. Alors, j'ai eu que 20 minutes, donc si je peux partir très loin, donc si tu m'arrêtes au bout de 20 minutes, d'accord? Mais cette mission de vie, finalement, qui suis-je et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et bien en 2003, j'étais perdu, je ne savais pas. Donc pour reprendre du poil de la bête, reprendre un petit peu de confiance en moi, je suis parti au Club Méditerranée. Grâce à un ami qui avait fait une saison, qui m'a dit « tu vas t'éclater là-bas ». J'ai compris pourquoi il m'a dit ça. C'est comme dans le film, je peux vous garantir que c'était vraiment une belle expérience, mais surtout 2 choses. J'ai pu, grâce au Club Med, voyager, découvrir le monde. Et j'adore ça, on en revient au témoignage de mon ami de stage de récupération de points il y a 10 ans. Il m'a reconnu, on arrive dans la salle, on a fait un stage de récupération de points il y a 10 ans. Il est arrivé toujours en retard. Et là, je suis à l'heure aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pu découvrir le monde et ça, c'est fantastique. Et la deuxième chose, je me suis un petit peu découvert une passion, parce que vous me voyez là maintenant comme ça, mais j'étais très timide, introverti. J'avais pas une grande confiance en moi, honnêtement, par rapport à plein de choses. J'avais des dents un petit peu en travers avec l'appareil et les bagues, j'étais un peu en surpoids. Enfin, tout ce genre de choses, donc c'était pas évident, tu vois, de se sentir bien dans sa peau, surtout quand t'es jeune. Les camarades, ils adorent critiquer en général, il y en a qui ont été victimes de ça aussi, mais ça attaque directement ta confiance en toi depuis plus jeune âge finalement. Donc bon, c'est une chose, on est tous passés par cette case-là. Et au Club Med, j'ai pu rencontrer l'humain. J'ai rencontré des milliers de clients chaque semaine, et il y a 2 choses au club. Il y a ton activité principale, prof de tennis, et la vie de village. Le matin, t'as les yeux collés, tu pues de la gueule, t'as pas envie de parler aux gens, t'aimes pas les gens, t'as pas le choix de petit déjeuner avec eux. C'est quand même très particulier quand tu l'as jamais fait.
personnel, on est déjà dans le dépassement de soi. En tout cas, c'était mon cas. Ensuite, tu dois danser avec eux. Je me souviens, premier village à Vittel, soirée blanche, soirée de gala, à Vittel, avec tous les bobos, hein, c'est pas péjoratif, mais attention, on a une sacrée clientèle. Le chef de village me dit, j'avais mis un costume blanc, j'avais jamais mis de costume de ma vie, c'était la soirée Paris White, tu vois le truc. Et moi, avant ça, ma vie c'était tennis et je jouais sur terre battue, donc c'était les chaussettes orange, short t-shirt, et on me met un costume blanc à Paris White, et le mec me dit, tu fais danser toutes les nanas qui sont là, donc c'était pas des nanas, c'était plus des mamies, avec tout le respect que j'ai pour les mamies, tu les fais toutes danser, sinon demain que t'es parti, il y en a un autre qui va arriver. Waouh, c'était chaud. Bon, je l'ai fait, j'ai plus fait du comique que de la danse, mais en tout cas on y est arrivé. Tout ça pour vous dire que rencontrer des gens, ça m'a beaucoup appris sur moi-même déjà. Ça m'a permis, ça a été une forme de libération quelque part, et beaucoup sur les autres, d'être à l'écoute, de pouvoir partager, rencontrer tout type de profil. En tout cas, moi j'aime ça, j'adore ça, et c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis là ce soir, parce que je me suis dit, bon, au pire des cas, je vais rencontrer que des bonnes personnes, et ça me plaît. Voilà. Je suis rentré à Lyon après 5 ans, je devais faire 6 mois au club, j'ai fait 5 ans, donc qu'est-ce que j'ai aimé ou j'ai adoré? J'ai vraiment adoré. À un moment donné, j'ai dit on arrête, parce que je voulais d'autres choses, d'autres aspirations. Je suis revenu au Bercail à Lyon, mes parents sont du Beaujolais, et il fallait un emploi alimentaire hein, pour payer ses factures, payer son loyer. Ça vous est arrivé, peut-être vous êtes en plein dedans, des fois on fait quelque chose, mais t'aimes pas forcément ce que tu fais. Ben, on était dans ce cadre-là, j'étais responsable d'une station-service, d'un intermarché. À Pontcharrat-sur-Turdine, où il y a plus de vaches et de chèvres que d'habitants. Déjà, je te mets un peu dans le contexte, avec une grande route qui passe. Et j'étais responsable de moi-même dans une petite guérite et j'encaissais des gens. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour vous raconter ma vie, pas pour parler de moi, mais j'avais aucun plaisir, j'avais pas de temps, je gagnais peu d'argent, et c'était pas très sexy. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me suis dit, pour la deuxième fois, 2008, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant? Et j'avais envie d'entreprendre, j'avais des rêves. Je sentais qu'au fond de moi, j'avais un lion, tu vois, j'étais fait pour des grandes choses, mais j'étais quelqu'un tout en bas du truc. Il y en a peut-être dans la salle qui sont faits pour des grandes choses, mais à l'heure actuelle, ils sont peut-être, si on se compare, même s'ils ne vont pas le faire normal, il y a des personnes peut-être comme ça, mais qui se disent je peux tellement donner plus, je peux tellement donner plus que moi. Ben, j'étais dans cette phase-là en fait. Et je tape dans Google sur Internet, c'était un juillet 2008, un soir très tard. J'avais un PC Acer tout pourri, il manquait même des touches, je ne sais pas si on a combien de gens de PC pour vous dire à quel point c'était dur pour moi ce moment-là. Et je tape opportunité, et je tombe par hasard sur le marketing relationnel, le marketing de réseau, la vente directe. On en parle quand même beaucoup, ça a beaucoup évolué. Et j'ai démarré par hasard pour faire un plan B, des compléments revenus. La réalité, les 2 premières années, je n'étais pas coachable, j'avais pas envie d'apprendre, je mettais beaucoup d'ego. Et en 2 ans, j'ai gagné 200 €. Donc là, je ne vais pas vous faire rêver avec ça. Hein. Je peux vous garantir que beaucoup auraient abandonné avant. Mais moi, j'aimais juste venir au meeting, comme ça, par exemple, parce que j'avais du positif. Et pour la première fois, j'avais l'impression d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Alors qu'avant, dans ma vie, j'étais plus au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Donc, ça m'animait, tout ça, de prendre du positif et d'apprendre des choses. Et je suis allé à une convention internationale, un jour il y avait 15 000 personnes dans la salle, c'était un gros choix à l'américaine. J'étais en tant que bon français et bon lyonnais, serré, tu vois, t'analyses, tu cherches le truc, qu'est-ce qui va pas, ça marche pas, mais où est-ce qu'on a mis, c'est une secte. Bon, j'étais vraiment dans ce délire-là. Et il y a eu des témoignages, un petit peu comme ce soir, j'ai bien aimé les 3 témoignages que j'ai assistés. Hein. Et ces témoignages m'ont inspiré, c'est des gens qui partaient de rien, qui avaient vraiment changé quelque chose dans leur vie pour leur famille. Et là j'ai eu un déclic. Et du coup, ça fait 12 ans que je fais une carrière entre guillemets dans le marketing de réseau. J'ai eu la chance de développer plusieurs dizaines de pays, de monter des équipes jusqu'à 50 000 personnes dans mon réseau, dans 15 pays différents avec une production significative, avoir plusieurs millions de chiffres d'affaires par mois de ventes. Donc voilà, on a vraiment construit quelque chose de solide à travers l'international, pas qu'au niveau francophone. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que si on parle du leadership, des habitudes, des rituels, il a fallu mettre pas mal de choses en place pour en arriver là. Et du coup, j'ai pu me rendre, en toute humilité, me rendre libre en temps. Parce que moi, le temps a plus de valeur que l'argent. Parce que le temps, la vie qui est passée avant, on ne pourra jamais la récupérer. Et le temps, c'est précieux. Il n'y a que 2 choses qui ne s'achètent pas dans la vie. C'est le temps et le leadership en général, c'est ce que je dis ça. Donc voilà, le temps pour moi c'est déterminant. Et bien sûr une forme de liberté financière, après tout est relatif, hein, entre un Cristiano Ronaldo qui gagne temps et peut-être moi ou d'autres, tout est relatif, mais en tout cas pour moi, j'ai assez pour vraiment subvenir à mes besoins, profiter et aider les gens que j'aime autour de moi. Okay, voilà un petit peu pour mon 36-15 ma vie, on va stopper là, mais aussi pour autre chose. Alors, j'ai pu
forcément, grâce à cette réussite, mais je le mets vraiment entre guillemets parce que tu l'as dit, hein, réussite ça peut être plein de choses. Créer une société de cinéma audiovisuel avec mon frère, donc on fait plein de choses, et puis le faire en famille c'est extraordinaire. Une structure de coaching, toujours une activité en réseau, et puis quelques investissements immobiliers notamment, ou le minage de crypto-monnaies. Voilà un petit peu pour vraiment que vous puissiez savoir qui je suis. Alors, je voulais vous parler de quelques principes pour moi qui définissent un leader. Alors c'est compliqué de définir un leader, ou qu'est-ce que c'est le leadership? C'est simple et compliqué à la fois, chacun peut avoir sa propre conviction par rapport à ça. En tout cas, la première clé que je voulais vous apporter ce soir, mon plus grand souci c'est moi. Moi j'estime que le succès en fait, il n'est pas à cause d'une entreprise ou à cause de quelqu'un, c'est un petit peu radical ce que je vais dire maintenant, mais si vous avez des échecs à répétition, j'estime que c'est notre faute. Et si on a du succès à répétition, j'estime que c'est notre faute aussi. Il y en a qui sont d'accord avec moi sur ce principe-là ou pas du tout. Voilà. Et je dis souvent aussi que la chance n'existe pas. Je dis souvent pour moi la chance c'est une compétence qui se développe et qui se travaille. Il y en a qui valident aussi ça. Et quand tu parles de ce principe-là, moi il y a plein de choses que je vois à travers ça. La première chose c'est la remise en question bien sûr. Est-ce que les gens se remettent vraiment en question au quotidien et dans leur vie pour avoir une meilleure réussite, peut-être au niveau professionnel, au niveau personnel, amical, etc. etc. Mais surtout, l'ego. Moi, je pense que la maladie du XXIe siècle, c'est pas forcément le cancer, la maladie à proprement dit, mais souvent je dis que c'est l'ego pour moi, la maladie du XXIe siècle. On a aussi qui valide ça, et on en a tous quelque part. On en a peut-être du bon, on en a peut-être du mauvais, d'accord? Mais si on arrive à se libérer de cet ego, parfois de se comparer, c'est souvent ça qui fait que les gens ont du mal à évoluer, à réussir, c'est qu'ils vont regarder d'autres qui réussissent mieux, ou d'autres qui ont pu plus avancer dans le même domaine qu'eux, et ça va créer des peurs en fait, ça va créer des blocages, et les gens ne vont pas passer à l'action. Donc du moment qu'on arrive à se débarrasser de l'ego, à se remettre en question, à vraiment se parler intérieurement à soi-même, pour pouvoir se libérer et de se dire que finalement j'ai deux bras, deux jambes, s'il y en a qui l'ont fait, moi je peux le faire. J'aime bien cette phrase, vous pouvez la retenir, s'il y en a qui l'ont fait, vous pouvez le faire, dans vos domaines respectifs. Parce que cette image m'amène à la croyance. Si vous croyez en votre entreprise, si vous croyez à l'industrie de votre entreprise et vous croyez en vous-même, finalement, mais rien ni personne ne va pouvoir vous arrêter. Donc ça, c'est la première clé que je voulais vous partager. La deuxième, c'est la positive attitude. Alors ça, je pense qu'on en a tous entendu parler. Maintenant, ce que je dis souvent, c'est pas être positif pour être positif, c'est pas dire il fait beau, tout va bien, je suis heureux, histoire de dire ça. Dans mes coachings, souvent, je dis souvent aux gens, laisse arriver tes peurs, on traite d'abord peut-être le problème, les problématiques, et qu'une fois que tu t'es libéré de ça, ça va mieux. Mais voilà, la positive attitude, c'est plus un mode de vie pour moi à adopter. Et si on part des réseaux sociaux, c'est quand même vachement plus négatif, sans faire polémique sur la politique, les gilets jaunes ou autre, on voit quand même que c'est assez négatif, vous êtes d'accord avec ça, que ce soit aussi dans les médias. Et dans la positive attitude, en numéro 1, je pense, c'est que vous devez essayer, tout faire pour créer un environnement positif, avec le moins de toxiques possible, que ce soit des entités, que ce soit des personnes, que ce soit le journal de 20h. Ça fait 10 ans que je ne vois plus le journal de 20h. Il y en a que ça choque, ils disent c'est bien, c'est une bonne chose. Je ne regarde plus. J'ouvre le journal de 20h, c'est Pierre Chazal ou je ne sais pas qui. On me dit que je vais avoir une maladie, on me dit que ça va être la guerre, on me dit que c'est la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis dans cet état d'esprit-là. Ça ne veut pas dire que je m'en fous et j'oublie tout ce qui se passe. Mais moi, je dois réunir toutes les conditions si je veux vraiment avancer et à l'intérieur kiffer. Parce que le plus important, c'est d'être heureux, c'est juste le bonheur. Et je le définis comment? Le bonheur, à mes yeux, c'est l'absence de souffrance. Et si je commence à être envahi négatif, je vais en créer, alors qu'à la base, j'en ai peut-être pas. Ok pour ça? Donc voilà, c'est en tout cas la deuxième clé que je voulais vous partager. La troisième, c'est votre apparence. Donc là, il n'y a que des belles gosses et des beaux gosses, j'ai bien vu, très, très stylé. L'apparence, surtout, quand je dis l'apparence, c'est garder sa personnalité. Souvent, des personnes pensent que pour réussir, il faut jouer une autre personne. Il faut copier une personne dans le domaine qui réussit plus que soi. C'est des conneries, ça. Tu peux réussir avec ta personnalité. Comme des gens pensent que pour réussir, il faut être un bâtard, ou il faut, je vais dire un gros mot, être méchant avec d'autres personnes. Non. Tu peux être gentil et réussir, je suis persuadé de ça. Il y en a qui pensent que ça, c'est possible.
Parce qu'on est dans un monde où quand je rencontre quand même pas mal de monde, il y a beaucoup de gens qui pensent que réussir, le mec il a fait des trucs ou la nana bizarre pour y arriver. Surtout dans le contexte en France, non? C'est un petit peu ça. Et moi ce que j'ai envie de vous dire, le message que je veux vous apporter, gardez votre personnalité, affirmez encore plus votre personnalité, et ça va fonctionner. Et au grand jamais, ne changez jamais ça, votre ligne de conduite, votre identité, c'est déterminant, votre personnalité, c'est ça qui va faire que vous êtes unique. Parce que vous, il n'y a que vous, en fait, il n'y a pas d'autres personnes, donc ça ne sert à rien d'essayer d'imiter les autres. Ça, c'est hyper important. Je vous invite vraiment à aller plus loin, à rechercher plus loin votre identité, le qui suis-je et votre personnalité. Parce que peu importe vos business ou vos entreprises, parce que je ne vous connais pas, ce qui va faire la différence, c'est quand les gens que vous allez rencontrer, ils vont voir tout simplement votre authenticité. Et je crois qu'on arrive dans un monde aujourd'hui sur l'apparence que les gens aiment juste des gens authentiques. Et on s'en fout ce que l'autre va penser en fait. Si toi tu restes aligné avec ce que tu aimes, ce que tu kiffes et tes principes ou tes valeurs, ce que l'autre va penser, on s'en moque. C'est ça que j'ai envie de vous dire maintenant. Donc pensez aussi à ça. Je vais un peu vite, parce que 20 minutes c'est trop rapide. Être coachable. Alors être coachable, ça aussi c'est juste assez incroyable. Parce que chacun a sa définition de chaque mot. Moi je m'intéresse beaucoup à la sémantique. Chacun a sa définition et son interprétation de chaque mot. C'est pour ça que des fois, dans n'importe quel business, il faut faire très attention. Moi, souvent, je disais, j'ai une opportunité pour toi, aux gens. Il y en a, ils pensent que c'est acheter un immeuble, l'autre c'est une partie de poker, l'autre c'est faire du trafic de voiture, l'autre c'est vendre du shit dans la rue. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, être coachable, c'est pas savoir ce qu'il y a à faire, c'est faire ce qu'il y a à faire. Parce que peu importe vos métiers, il y a beaucoup de gens qui savent, parce qu'ils sont documentés, ils sont allés à l'école, ils ont un diplôme, ils ont étudié, ils ont lu un livre, ils ont écouté des audios, ils ont eu des formations. Peut-être comme Mathieu, quand il coach des gens dans le sport, je pense que peut-être entre deux personnes de 40 ans, 70 kilos, 1m75, tout pareil, qu'est-ce qui va faire qu'une des personnes aura des meilleurs résultats que l'autre? C'est la personne qui va le plus appliquer ce que Mathieu lui a dit de faire dans le programme. On est d'accord avec ça? Donc, être coachable, j'ai envie de vous dire, trouvez-vous un mentor, trouvez-vous des inspirations. Alors, mentor, c'est la France, des fois ça fait peur, mais trouvez-vous juste quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un avec qui vous aimez passer du bon temps, quelqu'un qui a peut-être plus d'expérience que vous dans ce domaine-là. Il n'est pas meilleur que vous, mais il a juste eu la chance peut-être de démarrer avant vous quelque chose. Trouvez-vous des gens qui vont vous tirer vers le haut. Un mentor, un leader, une source d'inspiration, c'est hyper important parce que du coup, vous allez être beaucoup plus enseignable et votre niveau de coachabilité va évoluer. Et à partir de là, on peut vraiment débloquer de grandes cases et c'est la porte ouverte à un succès que j'appelle le next level. Bon, voilà pour la clé numéro 4. La clé numéro 5, l'urgence. Alors peut-être que Didier sera pas d'accord avec moi, mais moi j'adore confronter les idées, c'est ça qui est enrichissant. L'urgence, je pense qu'on obtient des résultats, plus de résultats dans l'urgence. Quand on laisse trop de temps à une personne, quelle que soit la chose, eh bien, le cerveau, on va faire un cours sur le cerveau, les neurosciences, etc., mais quand on laisse beaucoup de temps à une personne, elle a plus tendance à rebrousser chemin, et on dit que la nuit porte conseil. Moi, j'ai jamais vu la nuit, le lendemain matin, t'apporter les croissants et le petit café. J'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. La nuit, elle ne te porte pas conseil, elle déconseille pour moi. Ça ne veut pas dire que les gens, on ne leur donne pas le droit de réfléchir et de penser par eux-mêmes et de prendre une bonne décision. Mais, encore une fois, mettez de l'urgence. On pourrait parler de procrastination aussi parfois, de toujours remettre au lendemain. Un conseil que je peux vous donner, faites les tâches qui vous font le plus chier, qui vous font le plus peur, que vous n'aimez pas, ou qui vous prennent le plus de temps en premier chaque jour. Vous allez vous débarrasser, vous libérer d'un poids énorme, et du coup, après, vous allez accélérer dans votre journée. Est-ce qu'il y a des personnes qui fonctionnent un petit peu comme ça? C'est pas le cas, essayez-vous, tentez l'expérience, vivez votre expérience sociale et voyez ce que ça peut donner. Numéro 6, l'enthousiasme. Les gens aiment les gens enthousiastes, heureux, qui ont le sourire, qui brille, du smile, juste fais une expérience sociale dans le métro, dans le bus ou dans la rue demain. Regarde, observe les gens, prends le temps. Oublie ton téléphone 2 secondes. T'es sur Facebook, dans le métro, de partout. Non, regarde juste les gens et va dire bonjour à 5
5 personnes demain avec un grand sourire. Et tu vois que les gens, finalement, sont bien plus ouverts que tu ne le penses ou ce qu'on dit en France. Ils sont bien plus accueillants qu'on peut tous le penser même. Donc, l'enthousiasme, c'est contagieux. Il vaut mieux être enthousiasme, limite trop dans l'enthousiasme, quitte des fois à faire un peu peur. Quand on a quelqu'un trop enthousiaste, ça fait un peu peur. Il y a tellement d'énergie qu'on se renferme. Il vaut mieux ça, limite, pour donner envie aux gens, que d'être terne, d'être mou, de ne pas être excité par son projet. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la clé numéro 6. Clé numéro 7, la régularité. Je prends l'exemple de Didier, parce que j'ai bien retenu son parcours. 30 ans, il me semble, si je ne me trompe pas, dans son domaine. Forcément, Didier, pour avoir cette réussite-là, la régularité était numéro 1. Alors je sais que vous savez ça, que vous l'avez sûrement déjà entendu. Moi, j'ai mis quelques grandes inspirations dans le sport. En fait, je suis un fanatique des histoires à succès. Toute forme d'histoire à succès m'inspire énormément. Donc là, il y a Tiger Woods, Roger Federer, Michael Jordan ou Lionel Messi. Mais aujourd'hui, ces gens-là, vous savez ce qu'ils ont été réguliers pour réussir. Vous pensez que Roger Federer, il est né avec une raquette de tennis du ventre de sa maman? Vous pensez qu'il a douté? Vous pensez qu'il s'est blessé? Vous pensez qu'il a perdu des matchs plus jeune? Vous pensez qu'on lui a dit que tu n'y arriveras pas? Bien sûr que oui. Est-ce qu'autour de vous, dans vos projets respectifs, vous avez eu des voleurs de rêve, des gens qui vous ont critiqué, qui vous ont dit tu n'y arriveras jamais, laisse tomber, oublie, c'est nul? Oui. Ne les écoutez pas, les voleurs de rêve. C'est des gens peut-être qui vous disent ça parce qu'ils voudraient avoir votre vie au moment où vous leur dites ça. Et en permanence, vous avez des voleurs de rêve, des saboteurs, des chasseurs, et vous devez rester fort et régulier dans vos actions pour y arriver. Pour moi, pour réussir dans la vie professionnelle, c'est la régularité. Je prends l'exemple entre un château fort et un château de cartes. Un château de cartes, ça prend 5 minutes à faire, au moindre souffle, il y a tout qui s'écroule. Un château fort, ça met 10 ans à se construire, mais quand il y a un tsunami, un ouragan qui passe, ça ne bouge pas. Construisez chacun vos châteaux forts dans vos domaines respectifs et dans la vie. Et quand vous aurez cette solidité, cette base, cette fondation, vous serez enraciné. Il peut rien vous arriver, et là vous irez au sommet. 8, stratégie. Forcément, il faut établir une stratégie. Dans la stratégie, c'est plus s'entourer des bonnes personnes. J'ai ton prénom, excuse-moi. Justine, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait que je ne me suis pas associé juste parce que c'est une amie. Tu vois, parce que c'est pour le travail, et ensemble, ça s'appelle la loi de l'association. Dans le travail, on est forts toutes les deux ensemble. Donc la stratégie, c'est souvent bien choisir ses associés, bien choisir ses partenaires, son comptable, son commissaire au compte, son avocat, son banquier. Dans la stratégie, j'ai vraiment envie de vous parler de mettre beaucoup plus d'importance aux gens de qui vous vous entourez. Il y a une étude qui a été faite qui est très poussée. Notez sur un papier les 10 personnes qui vous fréquentez le plus. À 10% près, vous avez le même salaire que ces personnes-là, à un moment donné. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il y a le bonheur, il y a l'argent, c'est un équilibre, attention. Hein. Mais ça, c'est un fait réel, c'est une réalité. Ça a été très poussé. Donc, mettez de la valeur à ça, c'est ça un petit peu que je voulais dire. 9, attitude. L'attitude précède les gains. On est dans une société micro-ondes. Qu'est-ce que c'est la société micro-ondes? Pour moi, c'est que tu mets tes pâtes dans le micro-ondes une minute, elles ressortent, elles sont chaudes, tu peux manger. Tu les manges en 10 secondes, tu fais le Dyson de la nourriture, tu te mets devant la télé. Non. À un moment donné, l'attitude précède les gains. Il y a beaucoup de gens qui disent ou qui peuvent penser, quand je vais gagner de l'argent, là je me mettrai à fond. Ça vous parle un petit peu de ce que je peux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand j'aurai les abdos, j'irai à la salle. Il y a un problème à un moment donné, tu vois. Et c'est le même exemple. La métaphore, elle est vraiment bien choisie pour le coup. Parce que dans la vie et dans la vie professionnelle, c'est l'attitude qui va faire toute la différence. Entre une personne qui a l'attitude, qui est régulière, qui va travailler, qui a zéro talent, et une personne qui a du talent et qui ne met pas l'attitude, ben c'est la personne qui n'a pas de talent mais qui met l'attitude qui va aller beaucoup plus loin à long terme que la personne qui avait du talent au départ mais qui n'a pas mis l'attitude. Vous me suivez? Je vous ai perdu? Des fois je parle dans des délires. Ça, c'était la clé numéro 9. Et enfin, la clé numéro 10, c'est le focus. Bon, là, bien sûr, on n'a pas assez de temps pour développer et travailler le pouvoir de la focalisation. Mais je vais vous donner un exemple. Tu es dans un parc avec un enclos et il y a un lion, mais il dort. Et tu n'as pas la clé pour sortir, que je sache.
est-ce que tu vas être focalisé sur ces moindres faits et gestes au cas où il se réveille pour pas qu'il bouffe? Oui ou non? Le pouvoir de focalisation, c'est à ce point-là, sans se rendre malade, hein, bien sûr, je ne voudrais pas que vous interprétiez mal les choses, pardon, mais le pouvoir de focalisation, plus ça va être précis vos objectifs à court, moyen et long terme sur le plan personnel, plus vos objectifs vont être précis à court, moyen et long terme sur le plan professionnel, plus votre journée est planifiée, votre semaine, plus vous allez être focus sur ce que vous faites, plus la réussite va vous ouvrir les bras. Et il y a beaucoup de gens qui sont parasités, qui sont multitâches. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est stopper les multitâches. Voilà, tu travailles, mais la télé est allumée, il y a l'ordinateur, il y a le téléphone à côté, ça sonne, tu prends un appel, ça se trouve, tu as ton enfant, tu vois, t'as ton enfant. Tout ça, des fois, c'est un petit peu compliqué à gérer pour faire des bonnes journées. Donc, développez votre pouvoir de focalisation, soyez vraiment millimétré, parce qu'un avion, s'il dévie sa trajectoire dans 1 mm au départ, s'il doit faire Nice-Lyon, il va faire Nice-Amsterdam. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est plus pareil. Et bien dans vos vies respectives, et sur le plan professionnel ou personnel, ça marche exactement la même chose. Et enfin, déterminé. Il y a des personnes qui sont déterminées dans cette salle? Oui? Ton prénom? Marlène? Félicitations. Je suis quelqu'un de très déterminé. Je crois beaucoup en ça. Je crois quand même beaucoup aux valeurs du travail, aux valeurs humaines, à l'éthique, l'intégrité. Mais en tout cas, je prendrai toujours ça. Je pense qu'une personne qui est déterminée, là j'appelle ça le mode rhinocéros. Aujourd'hui, le rhinocéros, intéressez-vous à la loi de Murphy, j'ai pas le temps d'en parler, la loi de Murphy, c'est très puissant. C'est l'animal qui m'inspire le plus. Pourquoi? C'est l'animal qui a la peau la plus épaisse. Et en fait, elle lui sert à plein de choses, cette peau, et je fais le lien avec vous. Ayez cette peau épaisse, en fait, où vous allez être inoxydable, où rien ni personne va vous arrêter. Quand je vois qu'il y a des personnes qui courent 100 mètres ou plus et qui n'ont pas de jambes, ça c'est de la détermination pour moi. Et si vous mettez cette même détermination pendant longtemps, je vous garantis que vous allez vous retourner après 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15, 20 ans, waouh! Et vous allez juste observer tout le chemin parcouru et vous allez être vraiment fiers de vous et ça sera que du bonheur. Et d'où il faut passer à l'action. La peur paralyse l'action, l'action paralyse la peur. Retenez ça, quand tu as peur, passe à l'action, parce que la peur paralyse l'action, l'action paralyse la peur. Et il vaut mieux être mauvais et faire que ne rien faire. Il vaut mieux avoir 15 idées, 14 ne marchent pas, si on a une qui marche, c'est très bien. Passez à l'action, bougez-vous, vraiment, parce que aujourd'hui tout va très vite, tout se développe, on est dans une ère où l'information est totalement exponentielle. Ce qui est bon aujourd'hui peut être mauvais demain. Il faut savoir s'adapter, mettre le mode caméléon aussi en route. Donc passez à l'action, parce que si vous ne passez pas à l'action, vous allez vous faire doubler et des fois c'est déjà trop tard. Et des fois ça c'est une bonne forme de pression, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui avancent à la pression. Mais une pression positive, pas une pression qui te fait rentrer dans une dépression justement. J'ai peut-être pris un peu plus de temps, je suis désolé, et je termine là-dessus. Ça, c'est une équation mathématique, même si en maths, j'étais loin d'être le meilleur. La phase 0, c'est égal au développement personnel, et la phase 1 à l'action. Et phase 0 plus phase 1 égale succès. Donc, pour garder toujours cette balance de l'équilibre, moi, je vous conseille de vous développer personnellement. Il y a plein de choses, à travers des audios, à travers des livres, mais le mieux, des stages en immersion. Comme là, on est en immersion finalement parce qu'on est ensemble, il y a un contact humain et je pense que vraiment c'est à partir de là qu'on développe le plus de compétences et de capacités, qu'on a les plus grands déclics. Les livres, les audios c'est bien, mais les stages en immersion c'est encore mieux. Donc si vous faites ça et qu'à côté vous passez à l'action massivement dans tous vos domaines respectifs, ça va fonctionner. Voilà, merci. Donc juste pour terminer, je pense qu'il faut juste beaucoup de courage dans la vie. Du courage pour tout. Il a fallu du courage pour être là, qui a été dans les bouchons, qui a dû faire garder ses enfants, qui le mari ou la femme n'était pas content, quelqu'un qui l'a fait dans ta réunion des agisseurs avec Mathieu, Gaspard et tout le monde. Il vous a fallu du courage finalement pour être là. Sachez une chose, la misère aura toujours beaucoup de faire valoir et le succès aura toujours beaucoup de mépris. Et quand tu as du succès,
ben, tu parles des envieux et des jaloux, et il ne faut pas que ça aussi ça t'arrête, il faut continuer. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie du jeu. Il faut être capable d'assumer ça et d'être responsable par rapport à ça et avoir cette valeur de courage au jour le jour. Voilà. Bon, je t'arrête parce que sinon je vais parler de ça. Merci Gaspard.